Je suis né dans la mission de l'Esprit Saint, un nouveau mouvement religieux sectaire. Par chance, mes parents m'en sortirent vers l'âge de 5 ans. Toutefois, quelques années plus tard, ils m'introduisirent à la scientologie, une autre secte que j'ai fréquentée pendant plusieurs années avant de la quitter définitivement vers la mi-trentaine. Par la suite, j'ai poursuivi ma quête de sens au travers d'autres mouvements pour terminer mon parcours chaotique chez les évangéliques dans un piteux état. Mon nom est Michel Laflèche-Francoeur. Je suis l'auteur du livre « Les religions de mon père », de la mission de l'Esprit Saint à la scientologie. Dans cet épisode, je m'entretiens avec Jean-Sébastien Bourret, un membre des Sceptiques du Québec. Moi aussi, j'ai été longtemps sur un Pink Cloud, jusqu'à temps que j'arrive au bout, là, puis que je me dis, là, ça va faire, là. Puis à un moment donné, j'ai dû faire face à la réalité, puis à mes démons, parce que j'ai tombé de très haut. OK, puis, ben, tu peux nous donner, c'est bon ça, tu peux nous donner un exemple, puis après, il y a des gens qui se questionnaient, puis ils ont raison, là. On va vouloir savoir aussi pourquoi tes parents ont quitté. Moi, je le sais, mais il y a des gens qui vont vouloir savoir pourquoi tes parents ont quitté la mission. Mais avant ça, tu viens juste de nous dire qu'à un moment donné, tu as senti le besoin de débarquer, toi, parce que la science... Moi, là, j'étais en transe là, dans l'église évangélique, là. OK, à la fin, tout à l'éveil, là, à l'âge de 40 ans. À l'âge de 40, ouais. 45, là, 45. Ouais, si vous avez un petit peu curieux, vous êtes un peu curieux, vous avez tout vu ça dans les églises évangéliques, les bras d'un cerf, à chanter la... Puis à cette heure, les églises, c'est comme des discothèques. T'as tous les jeux de lumière. La musique, c'est hot, on dirait du Pink Floyd ou du U2, là. Puis moi, j'étais high, puis j'étais branché, puis j'ai une formation de chanteur d'opéra. Fait que je chantais à plein. C'est ça que je veux dire. Ça m'a mis dans un état second. La transe, c'est bien simple, la transe. Quand on parle du brainwashing, là, moi, j'appelle ça du brain freezing. Et nous, on en parlera plus tard parce que je vais me perdre. Puis j'étais bien high. Puis le pasteur, j'étais en chicane parce que j'étais pas d'accord avec sa doctrine. Puis moi, j'amenais chez les évangéliques des choses que, sans m'en rendre compte, que j'avais appris en scientologie, des croyances auxquelles j'avais adhéré. Puis je décrochais pas. Puis j'étais chum avec le pasteur parce que j'étais en train de devenir pasteur pour faire du counseling en relation d'aide à cause de mon background. Fait que j'étudiais. Fait que là, j'étais chum avec lui, j'allais dans son bureau à chaque semaine, puis là, j'ai commencé à y sortir des affaires pas mal flyées. Parce qu'avec tout ce que j'avais vécu avant, toutes les religions que j'avais connues avant, la scientologie, la mission de l'Esprit Saint, les Brahma Kumaris, c'était tout basé sur la réincarnation. Oui. Fait que là, moi, j'étais mélangé parce que chez les chrétiens, t'as pas de réincarnation. Tu t'en vas au paradis. Fait que j'avais des discussions avec lui. Puis là, je suis devenu un hérétique. Un hérétique qui disent, là, je sais pas. Oui, hérétique. Oui. Hérétique. Puis là, j'étais en transe, puis j'étais bien high, puis je tripais au bout. Moi, j'avais des problèmes psychologiques. J'avais la tête haute, puis j'étais sur un nuage rose parce que moi, je pensais que Jésus m'avait personnellement touché sur le front, puis que la lumière du ciel tombait. Et ça faisait 13 ans que j'avais pas consommé de drogue puis d'alcool, puis j'étais encore plus high que quand je consommais. Puis là, vous allez le voir, c'est dans le début du livre. Ils ont dit, là, lui, là, on va le passer, là, ça marche pas. C'est soit qu'il casse, qu'il rentre dans les rangs ou qu'il sac son camp. Moi, j'ai sacré mon camp parce que j'ai jamais voulu rentrer dans les rangs à cause de mon background de délinquant que j'ai appris. Puis c'est ça qui m'a sauvé. Vous allez pas me faire, si moi, j'ai pas le droit de donner mon opinion, si je peux pas parler un petit peu de la doctrine, de ben comment est-ce que je vois ça, moi, tu sais, l'enfer, j'ai déjà vécu l'enfer. C'est ça que je disais au pasteur, lui, ça marchait pas parce qu'il faut qu'il vende son produit. Puis là, ce que moi je disais, ça marchait pas. Puis il voulait pas me voir là, devenir counseling pastoral, là, ça marchait plus. Fait qu'anyway, il m'a comparé à Satan là, pendant le sermon, puis en me regardant dans les yeux, il a fait un sermon là, sur la chute de Satan, puis sacrifice, ça m'a brassé. Oui. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, mais même aujourd'hui, mais c'est comme si j'ai réalisé que j'étais dans une même gamique comme la mission de l'Esprit Saint. Oui. Il me ressortait le même genre de langage. Puis là, c'était Satan. Puis là, il était en train de nous dire que le monde dans lequel on vit, c'est encore là, c'est le monde de Satan. Puis là, il faut faire la même affaire comme dans la mission, là, nous autres, pour se sauver du monde de Satan. Puis là, il me regardait, puis il parlait de Satan, puis je voyais qu'il était en colère après moi. Oui. Fait que j'ai pas dormi la nuit après. Puis je le sais, par contre, pour avoir lu le livre, je sais qu'il t'a pas nommé. Il t'a pas nommé, mais ils t'ont donné, t'avais beaucoup de raisons de penser qu'il parlait de toi parce que avant que ça commence le sermon, ils t'ont demandé de t'asseoir plus en avant que d'habitude, puis là, ils te regardaient souvent, puis il y avait toutes sortes de petites choses indirectes dans son sermon qui faisaient que c'était clair qu'il parlait de toi, mais... Parce que la veille, on avait fait
Excuse-moi, la veille, je vais l'éclaircir rapidement, ce point-là. La veille, on avait fait un lavoto. Que moi, j'avais suggéré l'idée de lavoto pour ramasser de l'argent pour un orphelinat qu'on parrainait en Haïti. Puis j'avais suggéré cette idée-là. Puis ça avait été super bien. Je pense qu'il avait ramassé 3000 $, quelque chose comme ça. Fait que le lendemain matin, moi, là, je te dis, là, ils m'ont fait asseoir derrière le pasteur au centre de l'église. D'habitude, je m'assis toujours en arrière, dans le fond. Là, ils m'ont demandé de m'asseoir là avec ma femme. Puis là, je le vois qui commence à parler du lavoto. Il remercie tout le monde dans l'église. En me regardant, il remercie tout le monde. Puis quand il arrive à moi, il dit un frère. Tu sais, comme si il dit un frère a eu l'idée du lavoto, nous a parlé de ça. Et là, il parce que les autres, jamais il a dit mon nom. Oui, jamais il a dit c'est moi qui. Il avait tout nommé tout le monde par leur nom, sauf toi. Toi, il t'a regardé, mais il n'a pas voulu nommer ton nom. Oui. Puis en plus, le monsieur qui m'a demandé de venir m'asseoir au milieu de l'église, ben, je m'étais chicané avec lui 2-3 semaines avant aussi, malheureusement, parce que j'étais rendu, comme je te l'ai dit, au bout de mon parcours. Ouais. Il fallait que quelque chose se passe. Puis en tout cas, ben, là, j'ai quasiment fait une psychose. J'ai pas dormi la nuit après, puis je me suis mis à faire des crises d'angoisse, des crises d'anxiété. Puis c'est ça qui m'a fait débarquer de la dernier mouvement. Puis là, je te dis ça pourquoi? Parce que on parlait de la transe. Moi, j'étais dans un état de transe. On parlait du pink cloud. J'étais sur un pink cloud, moi. J'étais encore, puis là, c'est ça que j'ai tombé bien bas. Puis je me suis pété la gueule sur l'asphalte en tombant. Puis je suis tombé malade psychologiquement. Là, j'ai continué mes cours en counseling pastoral, mais j'allais en classe assis, là, puis le preacher, c'est des pasteurs qui enseignent, là. Puis je faisais des crises d'angoisse, puis je pleurais, je capotais. J'essayais de persévérer parce que moi, je voulais faire du counseling, je voulais aider les gens. Fait que j'ai dit, je vais essayer d'aller chercher le diplôme. C'est une licence qui est reconnue par l'Université Laval, puis c'est comme si j'avais quelque chose en dedans de moi qui me disait, là, décroche, c'est fini, là. Débarque la religion parce que tu es en train de capoter. Puis je faisais des crises d'angoisse, puis là, j'étais allé voir, là, j'étais allé chez InfoSec, ils m'ont donné quelques entrevues avec un psychiatre gratuite, là, avec qui j'ai pu parler. Bon, ça n'a pas connecté très bien avec eux autres. On ne parlera pas de ça. Puis là, après ça, je me suis retrouvé au CLSC, chez mon médecin de famille en crise de larmes. Puis direct, là, j'ai eu rapidement, c'est une autre chose que je veux parler. Moi, la DPJ, le filet social au Québec, on est chanceux. Le filet social qui me ramassait encore. Une semaine après, j'étais dans un bureau de psychologue parce que l'IVAC m'avait donné la permission tout de suite quand ils m'ont parlé au téléphone puis ils ont vu dans quel état que j'étais, là. Ils m'ont tout de suite dit, allez voir un psychologue. D'ici de nous envoyer la facture, on va payer à plusieurs reprises. Moi, la DPJ m'a sauvé les fesses là, quand j'avais 12-13 ans. Là, quand je suis revenu de la scientologie, là, je suis revenu au Québec. Là, j'ai fait un overdose à 13 ans parce que j'étais rendu dans d'autres. Parce que là, j'avais plus le droit d'aller en scientologie. J'étais tout seul. Puis là, je faisais 8 mois, j'étais en Floride. Puis ça, c'est important. Puis j'en parle maintenant, mais je ne voulais pas l'oublier. C'est pour ça aussi que mon livre, moi, je veux aider la société québécoise. Là, j'ai beaucoup de gratitude. Plusieurs fois, à plus d'une reprise avec notre système qui m'ont sauvé les fesses. Quand j'ai rentré à l'université, ils m'ont donné des prêts et bourses que je puisse étudier la musique. Puis ça m'a sauvé, c'est ça qui m'a sorti de la scientologie. Oui, c'est ça. C'est quoi le lien? De quelle façon le fait d'étudier en musique à McGill, puis là, je vais faire une petite parenthèse, quand tu étais dans la mission de l'Esprit Saint, la musique, c'est une des choses qui était présente. Oui. Dans la mission de l'Esprit Saint, vous chantiez, il y avait beaucoup de musique dans la mission de l'Esprit Saint. Fait que ça, tu avais ça déjà dans ton bagage. Fait que quand tu étais, ben, peut-être, en tout cas. Oui, sûrement. Mon père avait une voix d'un ange. Il n'a jamais chanté, mais il avait une voix d'ange, une voix de ténor. Il aurait pu faire carrière. Il y avait des chorales dans la mission de l'Esprit Saint. Tout le monde chantait dans le choral. Il montait même des opéras. Puis quand tu étais en études en musique à McGill, là, il y a quelque chose qui s'est passé, que tu as pris tes distances. Quelque chose qui t'a été dit, qui s'est passé. Tu as eu des difficultés, je pense, à l'école aussi. Moi, là, quand j'étais petit, là, depuis l'âge de 12-13 ans, je voulais être chanteur. J'entendais René Simard, puis Mireille Mathieu, puis j'aimais ça chanter. Je voulais être chanteur. Puis c'est ça qui m'a permis aussi d'avoir un but, d'avoir un rêve. Ça m'a permis de passer au travail de l'adolescence, puis de l'âge adulte aussi. Fait que quand je suis arrivé à McGill, là, pour moi, là, quand j'ai été accepté à McGill, c'était la chose la plus extraordinaire au monde. Puis là, mon univers là, s'est transféré de l'église de Scientologie à McGill. Je passais mon temps à McGill. C'était rendu plus important. Oui. C'était plus le fun, peut-être. J'y tenais tellement.
OK. Là, j'avais juste, là, je vivais avec les prêts et bourses. Oui. J'avais pas la santé pour travailler beaucoup en même temps. Fait que j'avais pas beaucoup d'argent. Il y a des jeunes qui travaillent. En plus, ils ont des prêts étudiants. Santé mentale, tu veux dire? Tu n'avais pas la santé? Oui, la santé, c'était fragile. Puis la santé mentale affecte la santé physique, veux pas. Okay. Tu es plus fatigué quand tu es en dépression. Okay. Puis là, la scientologie, il n'était plus question que je lui donne de l'argent. Non, il m'achalait toujours. Il m'invitait dans des événements de l'Association internationale de scientologie. C'est toujours des levées de fonds. J'y allais plus. Là, quand il commençait à me harceler, ben, je levais le ton. Oui. Comme je te dis, j'avais un background que j'avais appris j'avais passé 4 ans en centre d'accueil. J'avais, tu sais, j'étais pas un gars toujours très posé. Puis j'ai dit là au directeur de l'église de Scientologie à Montréal, j'ai dit, hey, sac-moi patience là. T'avais juste pas l'argent. T'avais pas l'argent. Oui, mais en plus, j'ai dit, là, trouve-toi un autre vache à lait, là. Oui, c'est ça. Parce que j'étais à bout, là. Des fois, j'étais pas trop poli. Fait qu'ils m'ont laissé aller, ils m'ont lâché. Puis là, en plus, là, je n'arrachais à McGill, j'ai pas été capable de faire le bac. Puis à un moment donné, la seule option que j'avais, c'était d'aller voir l'aide aux étudiants qui m'a aligné vers le psychiatre. Puis là, la scientologie s'est fermement opposée à la psychiatrie. S'ils savaient que j'ai été voir un psychiatre, oui, parce que dans le bas parce que pour les scientologues, là, les psys, c'est responsables de tout le mal au monde. Ils sont responsables de beaucoup de problèmes dans la société. Les psys seraient en arrière de l'Holocauste, ils seraient en arrière de tout, ils sont en arrière de. Ouais. Et puis ils diabolisent les psys en général. Et c'est probablement explicable ce que tu dis dans ton livre, c'est que c'est probablement explicable qu'au début, quand Ron Hubbard il a essayé de partir la Dianétique, il partait ça comme presque une branche de la psychologie. Il a été vraiment pas bien accueilli ni par les psys ni par les médecins. Ça a été très, très mal reçu. Fait qu'après ça, il a parti ça comme un mouvement religieux. Oui, mais au départ, il essayait d'en faire quelque chose il voulait que ça soit reconnu par les psys. Puis il a été vraiment pas bien reçu. On pourrait en parler pendant des heures. La Dianétique, là, il a supposément écrit ça en 2 semaines. Le fameux livre, La Dianétique. C'est parce que c'était une thèse de Breuer, qui était un élève de Freud, qui a été refusé par Freud. Puis Hubbard a mis la main là-dessus. Ça, c'est prouvé, vous pouvez voir dans le livre de John Attack, puis j'avance pas ça comme ça. T'sais. Fait que là, Hubbard, lui, il voulait comme créer une nouvelle science, la science moderne de la santé mentale, qui s'opposait directement à la psychiatrie. Mais qu'est-ce qu'il y en a, c'est dangereux. C'était de l'hypnose. La Dianétique, c'était de l'hypnose, puis c'était dangereux. Puis les gens l'ont dit, les médecins. Ils ont dénoncé. Ils ont dit, c'est pas bon, c'est dangereux. C'est pas bon que les gens, là, moi puis toi, 2 inconnus, là, on commence à se thérapeutiser. Puis là, je t'amène dans du rebirth, puis même dans des fantasmes de vie passée. Puis, tu sais, fait que fait qu'ils l'ont qualifié même à certains moments de psychopathe, puis ils ont dit qu'il y avait des problèmes de santé mentale. Puis en plus, ils en mettaient plein ses poches, ils prenaient de l'argent, ils recevaient beaucoup de dons. Il ne fallait pas que les scientologues comprennent la vérité en allant voir des psychologues, puis en allant voir des psychiatres. Oui, c'est ça. Fait que c'est diabolisé, même qu'il a fait un film, j'en ai déjà parlé dans une autre entrevue, et les extraterrestres méchants là, qui viennent siphonner la planète, ils les appellent les psychlos. Tu sais, c'est vraiment anti-psy. Fait que moi, quand je suis allé voir le psychiatre à McGill, je devais choisir. Ouais. Soit la scientologie ou choisi la chance qu'il me donnait de peut-être faire la carrière dont je rêve, puis de rester ici dans la faculté de musique, pouvoir continuer, tu sais, Puis là, j'ai choisi la musique. Fait que je me suis peu à peu. Puis un autre événement qui m'a fait sortir aussi de la scientologie, je suis tombé dans une bibliothèque publique sur le livre de Russell Miller qui s'appelle Le gourou démasqué. Okay. Là, j'avais commencé à prendre mes distances de la scientologie. Il y avait une brèche. Il y avait une petite brèche. Là, j'ai osé lire un livre qui le dénonçait. OK. Puis ce que j'ai appris là-dedans, ça faisait du sens. Puis je savais que Russell Miller, qui était un journaliste de la BBC, il me semble, mais qui était un monsieur reconnu au Royaume-Uni, puis qu'est-ce qu'il disait, c'était pas de la bullshit, c'était tout référencé. Puis là, il déconstruisait complètement le Hubbard, là, qui avait jamais fait, qui disait qu'il avait jamais gagné des médailles dans l'armée, qui avait pas étudié. Il avait fait un demi-trimestre comme ingénieur physique. Il se disait, dans la Dianétique, il se dit ingénieur, physicien, puis tout. Tu sais, nucléaire, physicien nucléaire. C'était lui, l'autre, le journaliste, avait fait une enquête, puis il avait tout.
Puis là, j'étais allé encore dans un événement de la scientologie parce que mon père insistait. Ouais. Je pense que c'était la fête de Ron ou je sais pas quoi, là, la fête de la Dianétique. Puis qu'est-ce qu'il disait en avant sur l'écran, là, les autres, sur la scientologie, ils font des gros événements, là, puis c'était encore tous des mensonges. Là, je connaissais la vérité. Puis là, il continuait à en rajouter, là. Puis là, je dis, voilà, ça a été comme une des dernières fois que j'étais allé au Québec, là. Parce que Ron Hubbard, fondamentalement, l'auteur de la scientologie, c'est un auteur de science-fiction. C'est ça qu'il a fait. Oui. Il a publié des œuvres de science-fiction. Fait que, tu sais, c'est logique, là, que le gars, il a essayé comme auteur de science-fiction, il a eu plus ou moins de succès, il a essayé de partir ses trucs en psychologie, ça a plus ou moins. Fait qu'après ça, c'est parti. Il a décidé de partir une religion. Il en a même parlé à ses chums, puis ça a été enregistré. C'était son plan pour faire. Il dit la meilleure façon de faire de l'argent, c'est de partir une religion. Il dit, c'est dans le livre de Russell Miller, quand est-ce qu'il en a parlé, avec qui qu'il en a parlé. Puis il a parti sa religion. Mais lui, quand il a parti la Dianétique, là, il a trop montré ouvertement aux gens que c'était de l'hypnose. Okay. Hubbard, c'était un hypnologue. Puis là, il a montré aux gens une technique d'hypnose que lui aurait inventée puis là, ça serait sa nouvelle science du mental. Puis là, il a réalisé que là, si tu parles d'hypnose, là, c'est bien mieux de savoir de quoi tu parles, là. Parce que, tu sais, il y a du monde qui savent c'est quoi, là, Erickson, puis Janet, puis les spécialistes de l'hypnose, il y en a. Fait que Hubbard, là, s'est fait ramasser assez vite. Fait que là, il a fondé la scientologie, puis il a continué à étudier l'hypnose. Mm-hmm. Sauf qu'il a caché ces techniques d'hypnose que lui utilisait sur les scientologues, il les a cachées dans ses cours, dans d'autres choses. Il a fait son le parcours de purification, qui est rien d'autre qu'une tente de chaman. Là. Comment est-ce qu'ils appellent ça, une tente les chamans là, indiens, là? Mais on sait tentes de sudation. Tente de sudation. Là, il a fait semblant au monde que c'était un parcours pour te sortir des toxines puis tout, parce que dans ton cheminement spirituel, si tu as des toxines qui sortent, là, puis tu as pris de la drogue, ça peut te faire avoir des hallucinations. Donc, il faut que tu clignes ton corps. Toutes les affaires d'hypnose qui marchent avec Hubbard sont toutes dans le bas du pont. Fait que moi, j'ai tout goûté parce que je suis toujours resté dans le bon du pont. Fait que je les ai tout essayés. Le cours de communication, c'est la même chose. C'est de l'induction en fixant l'autre personne en avant pendant des heures de temps dans les yeux, sans bouger. Après, tu fais là, quand tu décroches parce que si tu tombes en transe, tu vas à l'autre étape où ce que là, la personne commence à essayer de te faire décrocher en t'insultant, en faisant des blagues. Là, il t'apprend à pas décrocher, à rester coupé de tes émotions, rester sous ton nuage rose. Il t'enseigne dans le cours de communication. C'est tous des cours en bas de la scientologie où ce que tu viens bien être, puis c'est là qui t'accroche. Puis tout à l'heure, tu parlais des petits cours pas chers là, dans la scientologie. Oui. Ils sont pas chers parce qu'ils sont presque donnés parce qu'ils t'accrochent avec ça. Mm-hmm. Par exemple, dans le cours d'intégrité personnelle, là-dedans, il t'enseigne un paquet de lois sur comment garder ton intégrité personnelle. Une d'elles, ça dit, si vous quittez précipitamment un groupe auquel vous avez donné votre accord, c'est parce que vous êtes un criminel, vous avez fait quelque chose de mal à ce groupe-là. Donc, toi, quand tu t'es engagé à faire ton cours avec la scientologie, avec la dianétique, tu as réussi à t'accrocher. Si tu décides, quand tu vois que hey, c'est quoi ça, puis tu t'en vas, tout de suite, tu es catalogué comme un criminel, que là, toi, tu les as fait quelque chose. En partant, après, tu as dans le cours qui s'appelle les hauts et les bas de la vie, il y a un autre cours de base à 60$. Là-dedans, il t'enseigne la façon qu'il contorsionne ses affaires, là, que l'anti-scientologue est une personne antisociale qui devrait être détruite, qui devrait être mise à l'écart de la société. Si tu as le malheur de parler contre la scientologie, c'est parce que tu es une personne antisociale. Tous ces petits endoctrinements-là là, sont tous dans le début, à l'entrée. Quand je dis à l'entrée, c'est tout des briques. Cheminement c'est toutes des briques une par-dessus l'autre, puis c'est des briques qui t'enferment dans la scientologie. Oui, c'est des croyances qui t'inculquent au tout début. Chaque croyance, puis c'est tout planifié pour que chaque croyance te garde pour eux. Exactement. Ici, à moins que la personne, tout de suite au début, c'est quoi ce bullshit-là, puis ça en va. Ben, c'est pas tout le monde, c'est ça. C'est pas tout le monde qui réagit de la même façon, là, progressivement. Est-ce que tu penses qu'il y a des personnes plus vulnérables? Penses-tu qu'il y a des personnes qui sont plus vulnérables? Ce serait quoi le genre de personnalité Regarde, je sais que tu voulais pas trop qu'on aille sur ce plan-là, mais des gens névrosés avec des problèmes là, de stress post-traumatique, là, ils sont hypnotisables comme ça, facilement. Okay. Parce que avec le stress post-traumatique, c'est là que ça se passe, les états de transe. Quand une petite fille se fait violer ou toi, tu t'en vas, mettons quelqu'un s'en va pour t'agresser, puis tu sais que tu vas avoir mal, puis souvent la réaction qu'on a, on sort de notre corps. Ça s'appelle la dépersonnalisation. On sort pas de notre corps, c'est la dissociation.
On a l'impression de sortir de notre corps. Les gens qui ont vécu des événements traumatiques comme ça, souvent, on a vécu ça, le recul. Parce que l'événement qu'on s'apprête à vivre, on n'est pas capable de faire face. Ça, c'est inné en nous. C'est psychologique, c'est inné. Ça s'appelle la dissociation. Les gens qui ont flirté avec ça, là, qui ont vécu des traumatismes, c'est des gens qui tombent plus facilement en hypnose, oui. Tu pourras regarder, je peux vous donner des références si vous voulez, j'invente pas ça. Moi, c'est parce que j'ai étudié pour comprendre ce qui m'est arrivé à moi. Moi, j'ai été agressé sexuellement. Puis le bonhomme, quand il m'a grimpé dessus, là, j'étais allé à l'extrême du continuum de dissociation, qui est parce que je savais pas qu'est-ce qui s'était arrivé. Fait que quand j'ai arrivé en scientologie, puis on a commencé à me faire sur moi des procédés qui veulent me faire dissocier, comme la hutte de sudation, comme les TR de scientologie. Moi, ça marchait sur moi, là. Tout de suite, tu nais dans des états. Puis quand tu es dans cet état-là, tu es beaucoup plus vulnérable à la suggestion. Tu deviens beaucoup plus suggestible parce que tu arrêtes d'analyser concrètement l'univers physique autour de toi parce que tu penses que tu es dans un univers spirituel. Là, tout d'un coup, là, en scientologie, là, le grand génie du bord, là, c'est d'avoir fait à croire aux scientologues qu'ils pouvaient être des esprits en dehors de leur corps. Là, quand tu penses que tu es un esprit en dehors de ton corps, là, les lois de la physique, ça marche plus pareil. Là. Je peux te faire gober n'importe quoi. Là. Le sentiment de dissociation nous apporte du bien-être. La transe, on est bien dans cet état-là, en état de transe, dans un état de dissociation, parce que c'est pour éviter le trauma qu'on s'en va là. Ça, c'est psychologique. Là. Je veux pas avancer n'importe quoi. Je suis pas psychologue. Non, je comprends. T'es comme dans une espèce d'état de bien-être. T'es comme déconnecté, mais c'est même tu disais rose, tu disais un petit nuage. Ouais, la dissociation, c'est un continuum. Puis à un extrême, là, t'as l'ennui. Juste le simple ennui ou être dans la lune. Puis à l'autre extrême, t'as la dépersonnalisation, où ce que la fille qui pense qu'il va se faire violer, qui est en train de se faire violer, elle a l'impression de sortir de son corps. Elle doit pas être sur un nuage rose. Elle doit être juste comme... Elle n'est pas sur un nuage rose. Ben non. Elle est figée. Elle est figée, pas là. Mais quand j'arrive à te mettre dans cet état-là, sans qu'il y ait le trauma avec, ça, c'est inné au corps. Il y a moyen d'aller dans des états de dissociation, mais c'est la transe. OK. Fait que ça, c'est une méthode. Ça, c'est une méthode. Regarde la hutte indienne, là, c'est la chaleur, la suffocation qui t'amène de ton corps pour se protéger. Tu vas t'éloigner du trauma qui s'en vient. C'est de même que ça marche, la hutte, les chamans. Souvent, les temples de sudation, ils vont aussi donner des drogues, des choses comme ça, mais je veux quand même, je vois ces techniques, je comprends. Là, tu me demandais s'il y avait des gens plus vulnérables. Non, c'était ça la question. Il y a des gens qui sont très vulnérables. Moi, souvent, on nous dit, comment t'as fait pour entrer dans une secte? Ben, premièrement, on ne savait pas que c'était des sectes. Ouais, c'est ça. C'est pour ça le nouveau mouvement religieux. Moi, j'étais en recherche. Ouais. Les gens en recherche, ils ont des techniques de recrutement en scientologie qu'ils appellent trouver la ruine de la personne. Trouve sa ruine, puis tu vas l'avoir. Sa faiblesse. Oui. Trouve qu'est-ce qui ruine sa vie. Qu'est-ce qu'il veut corriger dans sa vie. Puis tu vas l'avoir. Ou bien, il faut que tu trouves une personne qui est à besoin de changement. La personne est à besoin de changement. Là, tu vas pouvoir la recruter parce que tu vas pouvoir proposer une solution à son besoin de changement. Fait qu'il te le disait à toi que comment faire pour recruter d'autres gens. Oui, quand j'étais sur le staff, j'ai rejoint le staff à 12 ans, puis là, j'allais sur le coin de la rue recruter du monde. S'il y a du monde qui connaissent le plateau Montréal, là, les scientologues vont sur le coin avec des clipboards, là, puis ils amènent les gens à faire des tests de personnalité gratuits dans l'église. Fait que dans mon entraînement, ils nous expliquaient. Puis en plus, ben ça vient qu'on sait. Quand tu es en scientologie, tu évolues, tu comprends. Ça fait partie Fait que tu savais qu'il y avait un côté manipulateur, mais tu pensais que c'était pour une bonne cause. Ben, nous autres, on pensait manipuler. Ben, on pense qu'on va changer le monde. Oui. Parce qu'on pense que les individus en dehors, c'est pareil comme le christianisme. On veut les sauver. Là.